Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Il se passe des choses très intéressantes en Commission européenne et il faut en parler ici, notamment mardi 29 novembre, Michèle Rivasi, députée européenne, a posé une question aux experts sur la question de transparence de l'Union européenne. Bonjour Michèle Rivasi. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, députée européenne du groupe des Verts Alliance Libre Européenne et vice-présidente de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Je vous propose, chers auditeurs, d'écouter un extrait de cette question posée par Michèle Rivasi aux experts. Écoutez. On a posé la question à la commission. On leur a dit, écoutez, c'est un peu gênant, parce que c'est quand même des fonds européens. Alors, il y a les fonds du Pays-Bas et de la Grèce dont je vous ai parlé. Et l'Europe nous dit... Le fait que le mari d'une haute responsable européenne reçoive un financement européen et national n'entraîne pratiquement aucun conflit d'intérêts. Alors moi, ma question, puisque vous êtes dans ce secteur, comment on peut justifier que le mari de notre présidente de la Commission européenne, qui a quand même démissionné ce consortium en Italie, mais qui reste quand même aussi directeur en Allemagne et ailleurs, peut toucher des fonds européens. Alors, comment vous l'interprétez? Est-ce que c'est des conflits d'intérêts? Est-ce que c'est du favoritisme? Est-ce que c'est aussi, peut-être, c'est des hypothèses, une capture d'argent européen? Voilà, alors une question fondamentale et puis on a envie de dire gravissime, qui est celle d'éventuels conflits d'intérêts, ceux du mari de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le mari qui est Eiko von der Leyen. Alors on n'entend pas dans la présentation, mais Michèle Rivasi, je vais vous laisser, si vous le voulez bien, nous réexpliquer qui est Eiko von der Leyen et pourquoi il y aurait des questions de conflits d'intérêts. Alors oui, c'est un gros sujet vu l'argent qu'on a donné par rapport à la pandémie et aux laboratoires pharmaceutiques. Alors, ce monsieur Eiko von der Leyen, donc, est le mari de Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Il est médecin, mais il est aussi directeur scientifique d'une société de biotechnologie américaine qu'on appelle Orgenesis. Elle est spécialisée, cette entreprise, dans tout ce qui est thérapie cellulaire, thérapie génique, et à la pointe de la création de ces fameux ARN messagers qui ont été à l'origine des vaccins, que ce soit Pfizer ou Moderna, donc à base d'ARN messager. Alors, ce qui est très surprenant, si vous voulez, c'est que cette boîte, elle est aux USA, et qu'en même temps, il y a eu suite à la pandémie, un très grand plan de relance de l'Union européenne de l'ordre de 800 milliards d'euros et il y a eu une distribution suivant les États membres. Et l'Italie est un des pays qui a reçu, ou qui va recevoir beaucoup d'argent de l'ordre de 120 à 150 milliards d'euros. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Et l'Italie, notamment, a décidé de faire un consortium pour l'innovation dans tout ce qui concerne la thérapie génique. Et ce consortium, si vous voulez, doit recevoir à peu près 320 millions d'euros. Dans ce consortium, vous avez un partenariat public-privé. Le public reçoit de l'ordre de 313 millions d'euros et 4 millions d'euros du privé. Dans le privé, dans ce consortium, vous avez Sanofi, BioNTech, Pfizer et Orgenesis. Et notamment, ce qui a été surprenant, c'est que le mari de Ursula von der Leyen a été au comité de surveillance de ce consortium. Bon, Comme l'affaire, grâce à la commission spéciale, vous savez que on avait déjà le problème des SMS envoyés par la présidente de la Commission européenne directement au directeur de Pfizer, Albert Bourla. Vous savez que qui est un laboratoire pharmaceutique, que la médiatrice a voulu avoir ces SMS, puisqu'il y a un journaliste qui a demandé à avoir accès aux documents, que la commission a répondu dans un premier temps que les SMS n'étaient pas des documents professionnels, ce sur quoi la médiatrice a dit pas du tout. Les SMS, maintenant, c'est comme les mails, ce sont des documents professionnels.
mais on n'a pas eu accès à ces SMS. Là-dessus, la Cour des comptes européenne a fait une investigation, puisque la Cour des comptes, si vous voulez, on ne peut pas lui cacher des informations. Donc, elle a demandé l'accès à tous les contrats qui lient la Commission européenne et les laboratoires pharmaceutiques, et elle a eu accès à tous les contrats, et notamment les contrats de pré-négociation qui permettent de définir le prix, vous voyez, le délai de livraison, les conditions où se font ces vaccins. Et elle a eu accès à tous les documents, sauf le dernier contrat, qui est justement ce problème des SMS entre la présidente de la Commission et les laboratoires pharmaceutiques. Et donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la structure la plus officielle, qui est la Cour des comptes européenne, n'a pas eu accès au contrat de pré-négociation. Et suite à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, soit il fallait que la Cour des comptes saisisse la Cour de justice européenne, ce que je leur ai demandé de faire, mais ils m'ont dit ça sera trop long, ça prendra 3 ans. Donc, la Cour des comptes a refusé de faire ça. Et en fait, beaucoup de citoyens européens, et moi-même, et de nombreux députés d'ailleurs européens, ont demandé au procureur européen de faire une investigation sur cette affaire. Oui. Donc, on en est là. Oui. Et ça explique peut-être aussi pourquoi, pour en revenir au mari de Ursula von der Leyen, il a démissionné de ce conseil de surveillance, de ce consortium italien, parce qu'il y avait des journalistes italiens qui disaient « mais enfin, c'est quand même incroyable que son mari, avec cette société américaine, il a créé une filiale en mars 2021 en Italie, mais pas que. Donc, il a reçu des Italiens, d'ailleurs, 370 000 € à peu près, 383 000 € exactement, vous voyez, qui touchent de l'argent européen. Il a créé aussi 3 autres filiales. Vous voyez, toujours dans ce mars 2021, il a créé une filiale en Grèce, où il a reçu quand même 32 millions d'euros. Il a créé une filiale aussi aux Pays-Bas, où il a reçu 1,2 million d'euros, en Italie et aussi en Allemagne, où il est carrément directeur scientifique. Donc moi, ma question, vous comprenez, quand on avait des experts, et notamment des journalistes qui représentaient énormément d'ONG, moi je leur dis, mais c'est quoi ça? Est-ce que c'est un conflit d'intérêts? Et pour moi, pourquoi j'ai parlé de capture de... Parce que souvent, c'est des boîtes postales, vous voyez, ces filiales qui ont été créées. Alors, je ne vois pas pourquoi l'Europe donnerait de l'argent à ces filiales qui sont des boîtes postales pour fabriquer de l'ARN messager aux États-Unis. C'est ça la capture. C'est du détournement, si vous voulez, d'argent public à des entreprises privées qui se trouvent aux États-Unis. Donc, j'espère, vous voyez, mon espoir, c'est que le procureur européen, comme il est saisi et que maintenant il lance une investigation, regarde de près s'il y a une fraude au niveau du budget de l'Union européenne. Parce que si on s'aperçoit que cet argent-là, via l'Italie ou via d'autres pays, si vous voulez, est détourné à des fins privées en utilisant l'argent européen, pour moi, là, il y a du détournement et il y a une fraude au niveau du budget européen. Mais ça, c'est la procureure européenne qui va pouvoir le dire. Moi, je n'ai pas les moyens, si vous voulez. Moi, je dénonce des dysfonctionnements. Bien sûr. Je trouve qu'il est anormal que son mari, qui est au courant, mine de rien, de l'argent de relance, parce qu'il y a beaucoup d'argent européens qui sont distribués dans les différents pays européens, est-ce qu'il a le droit de l'utiliser? Et la réponse de la Commission qui me dit « mais parce que c'est une entreprise, c'est pratiquement pas un conflit d'intérêts », qu'est-ce que ça veut dire, ce pratiquement pas? Oui. À mon avis, il doit absolument démissionner de tous ses postes. Parce que quand même, il est directeur scientifique de la filiale allemande, il était directeur du consortium italien, bon là, il a démissionné, mais aux Pays-Bas, il est toujours directeur des filiales qui sont aussi bien aux Pays-Bas qu'en Grèce. Donc c'est vraiment une situation complètement anormale. Oui, en plus vous précisez qu'en Grèce comme aux Pays-Bas, ce sont des boîtes postales. Donc là, on est quand même, on a quand même clairement un dessin de fraude qui se dessine.
Bah, c'est-à-dire que, il est au courant qu'il y a des plans de relance qui sont distribués dans les différents pays, que la santé maintenant est un enjeu très important par rapport à des futures pandémies ou même avec des vaccins à base d'ARN messager. Donc, il crée des filiales. D'ailleurs, toutes ces filiales sont créées juste à cette époque-là, hein. C'est en mars, c'est en juin, c'est pour utiliser de l'argent européen. Donc, moi, je ne trouve pas ça réglo du tout. Et qu'il faut qu'il rende des comptes. Ce n'est pas parce qu'il est le mari de Ursula von der Leyen qu'il a le droit de tout faire et que les députés européens doivent s'insurger et demander des explications. Est-ce qu'on sait si lui, en particulier, parce que là justement la réponse de la Commission européenne, c'est de dire oui, mais c'est une entreprise. Est-ce qu'on sait si lui a touché particulièrement des bénéfices de l'entreprise, lui a eu des bénéfices donc indirects? Alors ça, je ne peux pas vous Vous savez répondre. pas. Ça, Ouais. c'est la procureure européenne qui va Mm, regarder ça de mm. près. Mais même si c'est une entreprise, si c'est une entreprise, si vous voulez, qui fabrique de l'ARN messager, qui transfère ses connaissances pour qu'on ait un vrai savoir au niveau de l'Union européenne, pourquoi pas? Mais là, euh, quelles sont les entreprises qui vont fabriquer de l'ARN messager en Europe? C'est quand même son entreprise, elle est aux États-Unis. Ouais. Il est directeur d'Organesis. Et donc, moi, je trouve que c'est une utilisation, vous voyez, qui n'est pas normale, quoi. Alors, Enfin, ça, mm, le détail, vous voyez, c'est vraiment une investigation et c'est bien à la sûr. justice de faire son boulot, Bien quoi. sûr, bien sûr. Bah, vous avez déjà beaucoup de détails. Alors, on a entendu, vous l'avez répété, la réponse de la Commission européenne qui a dit ce n'est pratiquement pas un problème de conflit d'intérêts. Alors, la question, vous aviez à ce moment-là posé la question à un expert. Donc, cet expert, je précise, hein, c'est un représentant de la coalition des ONG pour la transparence des dépenses de l'Union européenne. Et lui a quand même eu un autre son de cloche, hein, dans la réponse. Ben lui, il a fait le lien avec les SMS d'Ursula von der Leyen. Pour lui, ce sont des conflits d'intérêts. Mais bon, il ne peut pas aller tellement plus loin dans la mesure où il faut regarder de près qui touche, combien il touche, et est-ce que c'est normal qu'il soit affilié comme ça dans une boîte américaine qui s'implante dans différents pays européens pour récupérer de l'argent. Oui, c'est Voilà. ça. En fait, parce que le résumé, c'est ça. C'est une boîte américaine qui s'implante, et parfois on a l'impression de façon très superficielle, dans différents pays européens pour récupérer l'argent du plan de relance européen. C'est vrai. Enfin, si on résume, c'est tout de même assez gros, hein, comme montage. Oui, puis regardez en France, quand on est dans une municipalité et qu'on a une boîte privée, vous savez qu'on n'a pas le droit de répondre à un appel d'offres directement par le maire s'il y a des liens d'intérêt avec l'entreprise. Oui, oui, c'est exclu. Oui, oui. Eh ben, c'est le même cas de figure au niveau de la Commission européenne. Et c'est ça que je dénonce. Je trouve que c'est complètement anormal et que notre président de la Commission, tant qu'elle ne nous dévoile pas ses SMS, et puis l'affichage qu'elle a avec le directeur de Pfizer, on les voit là, bras dessous, bras dessus, avec un président qui est devenu milliardaire dû à la pandémie, mais on a vu aussi Madame Kyriakides, qui est commissaire sur la santé, elle a fait la même chose aussi avec M. Burla, qui est directeur de Pfizer. Je ne comprends pas que ces gens-là, qui ont un positionnement très important au niveau de la Commission européenne, s'affichent avec des chefs d'entreprise comme ça, comme si ça n'a pas de conséquences. Mais enfin, qu'ils soient discrets, qu'ils soient humbles. Oui. Ils sont là par rapport aux citoyens européens. Ils ne sont pas là pour se pavaner avec des chefs d'entreprise qui se sont fait des milliards et qui ne redistribuent rien. Regardez Pfizer. Moi, je leur ai demandé pourquoi il augmente le prix des vaccins alors qu'on lui a commandé 1,8 milliard de doses. Eh bien, au début, c'était en moyenne 15 €, c'est passé à 19 € et quelques. Comment ils justifient ça? Et quand j'ai posé la question au directeur de Moderna, parce que Moderna, c'est la même chose, c'est un labo qui fait des ARN messagers,
Il m'a dit, c'est parce que le prix des matières premières a augmenté. Non, mais attendez, quelle matière première? Oui, oui, oui. Oui, Non, oui. mais vous savez, depuis le temps, moi, que je suis député européen, je n'accepte pas ça. Je trouve que il y a tellement de gens qui souffrent. On critique énormément les pétroliers, dont Total, d'ailleurs à juste titre, mais personne touche aux laboratoires pharmaceutiques. Alors que c'est incroyable les milliards qui ont été distribués. Et quand on ramène, alors pourquoi je suis assez furieuse sur le prix des vaccins, c'est que vous avez des universités anglaises qu'on dit pour fabriquer un vaccin de ce type, ça coûte entre 1 et 2 euros le vaccin. Vous voyez, on est loin des 19 euros ou des 20 euros. Et cet argent-là, on aurait pu le mettre à l'hôpital, on aurait pu, vous voyez, aider tout le secteur médical à avoir de meilleurs salaires et surtout de meilleures conditions de travail. On aurait pu investir dans les infrastructures. Eh bien non, ça choque personne, mais moi ça me choque. Oui, c'est une très bonne question que vous soulevez, Michel Rivasi. En fait, on se demande pourquoi vous dites on critique les pétroliers. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'enquêter même sur les pétroliers, de poser des questions sur ce qui se passe, sur le lobbying pétrolier, etc. Même l'industrie agroalimentaire également. Beaucoup de journalistes indépendants font des enquêtes et les enquêtes sont bien reçues. En revanche, on a beaucoup plus de problématiques sur l'industrie pharmaceutique. On a l'impression qu'il y a comme une forme de tabou, qu'on n'arrive pas à questionner cette industrie en ce moment. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique parce que, si vous voulez, sur la santé, on a surfé sur la peur. Vous voyez, c'est bon, ce Covid-19, bien sûr qu'il a été à l'origine de très nombreux morts, et notamment les populations les plus vulnérables. Mais comme on a joué sur le fait que grâce aux laboratoires pharmaceutiques, on a pu trouver un vaccin, on leur pardonne tout. Vous voyez, on leur pardonne le prix de leurs médicaments. Parce que, vous savez, moi, j'avais écrit un bouquin, Le racket des laboratoires pharmaceutiques, et comment faire pour s'en sortir. Les labos, c'est eux qui fixent le prix des médicaments. Par exemple, sur le cancer, vous avez des médicaments qui coûtent entre 100 et 200 000 euros. Et donc, c'est injustifiable. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que ces médicaments qui ont été faits par ces gros laboratoires, souvent, ça a été fait par de la recherche publique. En plus. Et après, eux, ils ont racheté soit des start-up, soit ils ont utilisé, si vous voulez, des brevets publics. Et ensuite, c'est eux-mêmes qui sont propriétaires. Et grâce au brevet, en fixant des prix incroyablement élevés, eh bien, d'une part, ils sont en train d'appauvrir les États membres. Parce que vous voyez, les vaccins, en fait, qui c'est qui les paye ? C'est nous, c'est vous, c'est les États membres. On les a payés deux fois, en fait, dans la recherche et maintenant en les rachetant. Exactement. Et on dirait qu'on ne veut pas demander une conditionnalité aux laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire que le prix des médicaments, il devrait se faire en fonction de combien l'argent public a aidé à la fabrication de ces médicaments et combien le privé. Bien sûr, ils ont un savoir-faire, le privé, ce n'est pas ce que je dénonce, oui, bien sûr. Mais il faut trouver un équilibre. Or, à l'heure actuelle, le pouvoir, il est au niveau des laboratoires pharmaceutiques. Parce que c'est quand même eux qui ont mis des conditionnalités, vous voyez, pas de responsabilité en cas d'effets secondaires. S'il y a des indemnités pour payer les gens qui ont des effets secondaires, c'est aux États membres à payer même le prix des avocats. Et la dernière conditionnalité sur le 3e contrat qui pose problème, c'est qu'ils ont obligé les États à acheter des vaccins jusqu'en décembre 2023, quelle que soit la pandémie. C'est quand même incroyable, ça. Et vous avez des pays comme la Pologne ou comme les États baltes qui ont râlé parce qu'ils ont dit « mais nous, on n'a plus de demande sur les vaccins. Donc, on ne va pas acheter des vaccins des millions ou des milliards d'euros. » C'était le cas de la Pologne, alors qu'on a d'autres priorités, notamment c'était le fait d'accueillir les Ukrainiens. Eh bien, on leur a dit « non, vous êtes obligés d'acheter les vaccins et si vous ne les achetez pas, Pfizer va vous attaquer en justice parce qu'il y a cette clause d'achat obligatoire des vaccins. » Et alors, la seule chose qu'a fait la Commission, elle a réuni à Varsovie tous les États membres
pour demander à Pfizer de reculer, vous voyez, l'achat des vaccins. Et ça va passer maintenant de 2023 à 2024. Non mais, Oui. on Euh, rêve. non, mais tout à fait. Et en fait, on a l'impression qu'on se laisse complètement faire face à ce chantage. En fait, c'est presque un chantage à la vie, dans le sens où finalement, ces laboratoires nous disent nous détenons la solution contre cette maladie, la seule et unique. Voilà pourquoi il faut que vous payiez à nos conditions, plus ou moins. C'est bien ça. Exactement. Le seul, je dirais, qui n'a pas joué cette carte, c'est AstraZeneca, parce que lui, il vendait son vaccin même pas 2 €. Il a dit, mais moi, je n'utilise pas le brevet parce que c'est un cas de pandémie, etc. Oui. Mais AstraZeneca s'est fait casser après parce que d'une part, il s'était engagé sur une production qu'il n'a pas pu faire, et après, il a été attaqué sur des effets secondaires de ses vaccins. Oui. Mais en fait, quand on regarde de près, Moderna aussi, et Pfizer aussi. Bien sûr. Sauf que Seulement, il y a on peut-être un petit peu moins de communication. AstraZeneca. Oui. Oui, puis c'était pas le même type de vaccin, mais en fait, on ne sait pas exactement. Regardez toutes les incertitudes sur l'efficacité du vaccin, Oui. sur les effets secondaires. J'espère qu'au niveau de la commission Covid, on pourra avoir une audition sur les effets secondaires. Ah oui, mais c'est c'est sûr. très difficile parce que vous avez les groupes conservateurs qui veulent absolument pas admettre que tout vaccin peut avoir des effets secondaires. Donc l'intérêt, c'est de voir quel type d'effets secondaires, et chaque fois, on a vu que ce sont des agences nationales, comme les agences finlandaises ou de Norvège ou de Suède, qui ont fait remonter les effets secondaires pour dire, eh ben, pour Moderna, par exemple, il ne faut pas vacciner en dessous de 30 ans. Ça n'a jamais été les agences européennes qui l'ont mis en évidence. Et ça, c'est bien, vous voyez, des choses que je voudrais faire ressortir dans les dysfonctionnements qu'on a sur le plan européen. Alors, une dernière question, Michel Rivasi, puisque vous avez parlé tout à l'heure du procureur européen. En effet, c'est quelque chose qu'on suit, et franchement, avec beaucoup d'espoir sur le fait que beaucoup de clarté soit faite à partir de cette enquête du procureur européen, donc qui enquête uniquement sur les questions du budget européen, mais finalement, ça concerne ces questions-là. Alors, on a parlé, en effet, le procureur s'était emparé notamment de cette question des SMS et des contrats signés, enfin, réglés par SMS. Là, vous pensez qu'il va s'emparer également du sujet dont vous avez parlé, c'est-à-dire du mari de la présidente de la Commission européenne qui aurait des éventuels conflits d'intérêts? Je pense que les choses sont liées. Vous voyez, parce que là, le rôle de cette procureure européen, c'est de voir s'il y a des fraudes au niveau du budget européen. Donc, fraude, il y a le cas des SMS, puisque si la procédure normale, qui était de passer par des comités de pilotage, qui rendaient des comptes rendus, vous voyez, intermédiaires pour justifier le prix des vaccins, etc., et les conditions de fabrication et de livraison, donc ça impacte sur le budget européen. Mais si aussi on prouve que il y a des boîtes qui utilisent de l'argent européen, donc le budget européen, à des fins privées, alors qu'ils ne fabriquent pas, par exemple, sur le territoire européen, ça aussi, ça peut être une cause de fraude du budget européen. Donc pour moi, ces deux affaires sont liées. Et j'espère que c'est la première affaire, en fait, politique que va intenter ce procureur européen. Oui. Alors, de deux choses l'une, j'ai envie de lui dire, soit vous faites une investigation importante, même si ça touche la tête de la Commission européenne. Cette dame et son mari, ils doivent être soumis aux mêmes règles que n'importe quel citoyen européen. Et même plus, parce qu'il y a une exemplarité à avoir. Soit elle a les moyens de faire une bonne investigation et de dénoncer des dysfonctionnements, à ce moment-là, on verra tout l'intérêt de ce procureur européen. Oui, tout à fait. Soit elle n'a pas les moyens, et qu'elle le dise à ce moment-là, bon, ça posera après un problème de démocratie sur le plan européen. Tout à fait, qu'il faudra soulever. Mais je pense que c'est vraiment un challenge, parce que c'est une très grosse affaire. Oui. On a des règles européennes qu'il faut respecter, on demande à chaque État de les respecter.
eh bien là, on verra si elle a la possibilité de le faire et de le dénoncer. Alors, on imagine le poids qu'elle doit avoir sur les épaules, les pressions également, évidemment, de la Commission européenne. Donc, on souhaite tout le courage également à cette procureure européenne. En tout cas, merci beaucoup, Michel Rivasi, pour cet éclairage et donc ce dossier très important qui nous concerne tous. Je rappelle que vous êtes députée européenne du groupe des Verts et Alliance Libre Européenne. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.